L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Les Palestiniens méritent leur propre État. Déclaration de Barack Obama en visite ce jeudi en Cisjordanie. Une déclaration pleine de symboles mais qui n'a pas suffi à calmer les Palestiniens. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. La traque des djihadistes se poursuit dans le nord du Mali. 10 islamistes ont été tués à Tombouctou. Un soldat malien est également mort. On y dénombre également 2 blessés. La conférence des ministres francophones de l'éducation veut améliorer l'offre éducative dans les pays membres. Une rencontre sur la question vient de se tenir à Saly Portudade au Sénégal. Des détails dans ce journal. Bonsoir, c'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. Nous apprenons que 10 islamistes ont été tués à Tombouctou. La nuit dernière, une attaque des djihadistes a donc fait 1 mort du côté des soldats maliens. Il y a eu également 2 blessés. L'autre information, c'est l'ambassadeur de France au Mali depuis mars 2011, Christian Royer, qui a été rappelé par Paris. C'est au checkpoint de l'aéroport de Tombouctou que la voiture piégée a explosé la nuit dernière, tuant un militaire malien et en blessant 6 autres. Des échanges de tirs ont ensuite été entendus cette nuit et ce matin lorsque des combattants armés ont tenté de pénétrer dans la ville. Depuis l'arrivée des troupes françaises fin janvier et la fuite des groupes islamistes armés, la situation était relativement calme dans la cité de Tombouctou, contrairement à la région de Gao et surtout au massif des Iforas, où se concentre depuis plusieurs semaines l'essentiel des combats. Cet attentat intervient alors que l'ambassadeur français au Mali, Christian Rouillet, vient d'être limogé, remplacé par Gilles Huberzon. Mais l'explosion a surtout eu lieu quelques heures après la déclaration de François Hollande, assurant que la souveraineté sera rétablie sur la quasi-totalité du territoire malien dans quelques jours. L'autre grand titre de ce journal, Barack Obama est de retour à Jérusalem après une brève visite à Ramallah en Cisjordanie, où il a été accueilli par son homologue palestinien Mahmoud Abbas en bon équilibriste. Le président américain a appelé à un État palestinien, une déclaration pleine de symboles mais qui n'a pas suffi tout de même à calmer les Palestiniens. Jet de pierre contre gaz lacrymogène, jeunes Palestiniens contre soldats israéliens. Des heurts quasi quotidiens devant le camp d'Ofer en Cisjordanie. Mais aujourd'hui, les mères des prisonniers palestiniens sont descendues elles aussi crier leur colère en brandissant des portraits de Barack Obama qu'elles accusent de soutenir Israël. Au même moment, à Ramallah, la manifestation est pacifique mais l'objectif est le même. Les slogans anti-Obama jaillissent sur un mot d'ordre lancé en anglais « No hope », pas d'espoir. Le président américain ne verra rien de tout cela. Pour sa première visite en Cisjordanie en tant que président, Barack Obama est arrivé en hélicoptère. L'accueil chaleureux n'est réservé qu'au palais de la Moukata avec Mahmoud Abbas. Au menu de leur discussion, l'impasse entre Israéliens et Palestiniens. Au cours de notre discussion avec le président Abbas, j'ai entendu tous ces problèmes difficiles qui ne peuvent être ignorés. Parmi ceux-là, la construction continue de colonies, la détresse des prisonniers palestiniens et l'accès aux lieux saints de Jérusalem. Je comprends que le statu quo n'est pas vraiment un statu quo, parce que la situation sur le terrain continue d'évoluer dans une direction qui rend plus difficile d'atteindre l'objectif de 2 États. Certainement, la paix ne peut pas naître à travers la violence, l'occupation, les murs, la construction des colonies, les arrestations et le déni des droits des réfugiés. Rien ne change, rien ne va dans la bonne direction. Pendant que la diplomatie se paralyse, les roquettes tombent. C'était à Sderot ce matin. 2 roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont visé cette ville du sud d'Israël. Le 21 mars, le printemps est là, sans le renouveau au Proche-Orient.
Je vous l'annonçais donc, Barack Obama est de retour à Jérusalem. Il s'est exprimé devant des étudiants israéliens plutôt que devant la Knesset, le Parlement. Le président américain a clairement indiqué que la paix est la seule voie possible. Je vous propose de l'écouter. Je pense que la paix est la seule voie possible vers une vraie sécurité. Les Palestiniens doivent reconnaître qu'Israël sera un État juif et que les Israéliens ont le droit à leur sécurité. Les Israéliens doivent reconnaître que la construction continue dans les implantations est contre-productive et qu'un État palestinien indépendant doit être viable, avec des frontières claires. Voyons maintenant cette décision historique d'Abdullah Öcalan, le chef rebelle kurde emprisonné, a appelé ce jeudi ses partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, à déposer les armes. C'était à l'occasion du Nouvel An kurde. C'est peut-être la fin d'un conflit qui a fait plus de 45 000 morts en 30 ans. Très tôt ce jeudi, ils étaient déjà nombreux à Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie. 250 000 personnes en fin de matinée pour célébrer Nowruz, le nouvel an kurde. Une foule massive dans l'attente du message de leur héros, Abdullah Öcalan. Un appel à la fin des combats lancé depuis sa prison, relayé par un député du Parti pour la paix et la démocratie. Le moment est venu pour nos combattants de se retirer de Turquie. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle ère. Cet appel du chef indépendantiste kurde n'est pas une surprise. Öcalan a déjà proclamé plusieurs cessez-le-feu. Mais cette fois, après 29 ans de conflit ouvert, 45 000 morts et la reprise du dialogue avec la Turquie à l'automne dernier, les Kurdes se mettent à espérer. On attend la paix. On ne veut plus d'affrontements. Abdullah Öcalan représente la volonté du peuple kurde. Notre lutte, c'est à lui qu'on la doit. Il est notre guide, notre chef. Son appel est un ordre et nous le suivrons. Pourtant, du côté turc, tous ne croient pas loin de là à la fin de la lutte armée des Kurdes, à commencer par les habitués de ce café d'Istanbul où l'on a suivi les événements du jour. Je ne pense pas qu'Öcalan ait suffisamment de pouvoir depuis sa prison pour convaincre les gens dehors. Je doute qu'ils l'écoutent, je doute qu'ils rendent leurs armes et qu'ils quittent la Turquie. Le Premier ministre turc, lui, n'a pas tardé à saluer l'appel bienvenu et positif. Les ultranationalistes turcs accusent Recep Erdogan de trahison. Certains de l'opposition estiment qu'une paix avec les Kurdes s'inscrit dans la logique de sa marche vers la présidence. D'ici 2015 se pose la question du sort d'Öcalan lui-même. Condamné à la perpétuité en 1999, les Kurdes espèrent sinon sa remise en liberté, du moins une assignation à résidence. À présent, le reste de l'actualité en bref et en images nous amène aujourd'hui en Syrie, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, où le Front populaire ivoirien, le FPI, a annoncé jeudi que le parti de l'ancien président ivoirien boycotterait les élections locales prévues le 21 avril prochain. C'est une compilation signée Aminata Mariko. En Côte d'Ivoire, après moult tergiversations, le Front populaire ivoirien FPI a annoncé jeudi que le parti de l'ancien président ivoirien boycotterait les élections locales prévues le 21 avril. Le FPI juge que les conditions d'un scrutin transparent et inclusif ne sont donc pas réunies. En Côte d'Ivoire toujours, les commissions locales au secours du processus de vérité et réconciliation. À la fin février 2013, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR en Côte d'Ivoire mettait en place ces commissions locales dans tout le pays. Elles n'ont pas encore commencé à travailler mais incarnent de nombreux espoirs face à une CDVR très discrète depuis sa création en septembre 2011. Pour le président de la commission locale de Dieucoué, ville de l'ouest du pays fortement marquée par la crise post-électorale, elles vont permettre de faire pression pour aller de l'avant. Au Nigeria, Aboubakar Sheko, le chef de Boko Haram, a affirmé dans un message vidéo détenir la famille française Moulin Fournier enlevée mi-février dans le nord du Cameroun. Pour lui, la force ne peut servir à les libérer.
En Syrie, au premier jour de sa visite historique au Proche-Orient, le président américain a mis en garde le régime syrien contre l'utilisation d'armes chimiques, se déclarant très sceptique sur les affirmations selon lesquelles les rebelles syriens y auraient eu recours lors d'une conférence de presse à Jérusalem mercredi, avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je vous l'annonçais également dans les titres, la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'éducation des pays membres de la francophonie, passe à la phase pratique de son programme d'amélioration de l'offre éducative dans les pays membres. Un atelier s'est tenu sur la question à Sali Portudal, c'est au Sénégal. Mamadou Ndeye Pendambay Antoumar avec notre bureau à Dakar. Ce séminaire constitue le point de départ de l'exécution du plan d'action sur le renforcement des capacités des décideurs et analystes sur la gestion axée sur les résultats. L'objectif est de porter secours à une éducation qui souffre de manque de qualité, surtout au niveau élémentaire. Le défi à venir, c'est l'amélioration de la qualité. Aujourd'hui, toutes les études montrent que, dans le cas de l'éducation pour tous, au niveau de l'accès, des progrès considérables ont été réalisés. Mais nous constatons qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont en situation d'échec scolaire. Parce qu'ils n'apprennent pas suffisamment, ils n'acquièrent pas les compétences nécessaires pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Donc, à partir de cet atelier, les décideurs verront quel choix budgétaire, quelle soit stratégie il faut faire pour améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages dans leur pays. Félicitons l'action de la CONFEMEN qui se concentre sur la promotion de l'éducation pour tous dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ces actions se caractérisent d'une part par la mobilisation ainsi que par la diversification des ressources en faveur du secteur de l'éducation, tant au plan national qu'international, afin d'assurer une coordination plus efficace des aides allouées. Les représentants des 10 pays francophones concernés par le programme ont ainsi répondu présent à l'appel. Ce présent atelier de 3 jours sera suivi d'autres rencontres sur la dotation en logiciels et documentation et une formation des conseillers techniques pour l'année 2013. Nous restons au Sénégal pour parler du Salon international de l'investissement des banques et des établissements financiers qui aura lieu les 15, 16 et 17 mai prochains. En prélude à l'événement, une rencontre a eu lieu à Dakar entre organisateurs et acteurs du secteur économique afin de retenir les dates et les thèmes, les thèmes du 10 séminaire, du 10 salon. Nous retrouvons Mamadou Ndeye avec notre bureau à Dakar. La protection de la vie privée, un débat quasi absent de la sphère publique. Pour rompre ce silence coupable d'une mauvaise appréhension de la problématique par les acteurs sociaux en général, Jonction aborde le sujet. C'est pour faire un état des lieux sur la protection de la vie privée au Sénégal dans une perspective de défense des droits de l'homme. Et c'est dans ce cadre que nous avons invité la société civile et le secteur institutionnel pour éplucher un peu tout ce qui a trait au cadre normatif et voir par rapport à ça l'état des lieux où en est le Sénégal par rapport à la protection du droit à la vie privée qui est un droit fondamental de l'homme. Les présentations ont permis de constater les pas enregistrés par notre pays en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. En effet, depuis 2008, le vide juridique dans ce sens est comblé par 4 lois qui protègent ce droit. L'intention des initiateurs de cette journée est de les partager avec un plus large public. Nous pensons organiser sous peu avec notre partenaire Privacy International un observatoire sur le droit à la vie privée et voir avec nos partenaires de la société civile, voir comment faire évoluer la problématique du droit à la vie privée dans notre sous-région. Il est difficile de trouver une définition exacte de la notion de vie privée dans le jargon juridique. Ce qui est certain, c'est que nul n'est à l'abri d'une atteinte à sa vie privée. Hier, 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Le français est une chance pour les jeunes et les jeunes sont aussi une chance pour le français. C'est sous ce thème qu'elle a été célébrée au Cameroun, une journée marquée par une série de manifestations. Voyons tout cela avec nos confrères de la télévision camerounaise. À travers une foire gastronomique, de nombreuses allocutions entrecoupées d'intermèdes musicaux, la richesse et la diversité de la langue française ont été, comme tous les 20 mars, magnifiées. Les amoureux des mots, depuis le week-end dernier, se sont livrés à des jeux et des concours. Les meilleurs reçoivent ainsi la juste récompense.
Pour le premier prix en dictée, la petite Ateba gagne 2 billets d'avion aller-retour Yaoundé-Paris. D'autres lots aussi intéressants crédibilisent le thème de l'édition 2013. Le français est une chance pour les jeunes et les jeunes sont une chance pour le français. Nous proposons 80 formations et les Camerounais sont 55% à être inscrits. Dans l'ensemble de la région, nous avons 10 campus numériques francophones. Il y en a 3 au Cameroun et nous ouvrirons un 4e à Douala. Mardi déjà, au cours de cette conférence débat sur la visibilité et la lisibilité des actions de la francophonie, il a été suggéré à chaque État de s'approprier les déclarations issues des différents sommets de la francophonie. Lors d'un sommet, il faut repérer les points qui concernent le problème de la localité. Vous les transformez en projet, vous les soumettez dans les conditions de l'OIF, ils deviennent éligibles. Et lorsqu'ils sont éligibles, ils peuvent être financés. En toute complicité, la langue française, ce trait d'union linguistique qui nous relie, a encore été chanté. Une autre célébration demain, 22 mars, la journée mondiale de l'eau. 20e du genre, cette journée a pour but d'attirer l'attention des populations sur l'importance de l'eau dans la vie. Nos reporters Diakadidia Tangara et Cheikh Tidiane Koulibaly ont voulu en savoir davantage. Voici les reportages. L'eau, source de vie, élément vital au même titre que l'air que nous respirons. L'eau nous est donc indispensable et est le principal constituant du corps humain. Un homme peut survivre plusieurs semaines sans manger, mais privé d'eau, il est condamné au bout de 2 jours. Pourtant, dans le monde, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et le Mali en fait partie. Pour que tout le monde ait accès à l'eau potable, il faut absolument la coopération. Et la coopération, c'est quoi? Il faut parce que personne seul ne peut vraiment régler ce problème d'eau potable. Et si nous regardons par exemple au Mali, nous pensons qu'il faut vraiment que les services techniques de l'État, le gouvernement, avec les organisations de la société civile, avec les donateurs, le secteur privé et les communautés collaborent ensemble. Ce pays qui connaît une crise politico-militaire depuis plus d'1 an célèbre cette 20e journée mondiale de l'eau sous le thème « La coopération pour améliorer la fourniture de l'eau en temps de crise ». Non seulement nous sommes dans une période de canicule, mais nous avons aussi la crise qui a beaucoup affecté le secteur de l'eau. Les ouvrages qui sont dans le nord du Mali ont été beaucoup affectés. Et quand nous regardons au sud, avec tout le déplacement de ces communautés, ça fait aussi que les ouvrages qui sont là aussi subissent beaucoup de pression. Cette journée mondiale de l'eau qui a pour but de mettre en lumière un aspect spécifique de l'eau pour attirer l'attention de son importance et la gestion durable de ses ressources a-t-elle ses raisons? fargolo lafia avec la tuguninga mogo kɛnɛya tuguni a ji kɔni ka kusa mɔgɔ ka diɲɛnatigɛ ma mais o bɛ tantan ji min bɔ sisan bon dɔw bɛ ji in dilan fɛ o t'a traité ka ɲa n'i y'a mɛn a bɛ se ka kɔnɔboli ou bien fɛn yɛrɛ la s'i ma quoi. ji nafa a nafa fɔlɔfɔlɔ dɔ ye kɛnɛya ye farikolo ka kɛnɛya dɔ ye ka kɛnɛya la sabati adamaden na awa ji nafa ka bon tellement k'an man kan ka tulonkɛ jiko la. À savoir que le thème mondial de cette 20e journée est la coopération dans le domaine de l'eau. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.